connaître quels sont les déplacements, quels sont les rythmes que peuvent avoir les animaux, et en les connaissant, ben, on est à la croisée des chemins, et puis on les poursuit. Mais je dois dire, comme ça, j'y réfléchissais maintenant, on a fait des films qui sont bons, qui sont pas très bons. Enfin, peu importe, chacun a son point de vue, et d'autant plus qu'on n'explique pas les choses, on n'a pas de pédagogie, on est au milieu de la nature, et s'il y a un renseignement, c'est la nature qui le livre, et non pas le commentaire, même bien que ce soit Stéphane qui l'ait écrit, mais en tout cas, c'est pas lourd de pédagogie et de renseignement. Mais on est compte quand même, depuis qu'on a fait, vous appréciez ou pas, mais on a fait le peuple migrateur. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on vole avec des oiseaux. On est épaule contre plume, où on vole à 2000 mètres par-dessus les nuages et autour de la Terre. Vous vous rendez compte le bonheur que l'on a? Encore une fois, peu importe les jugements de valeur qu'on peut avoir, quand on a tourné sous la surface avec les océans, on était à 40 km/h avec des thons, avec des dauphins. Vous vous rendez compte la sensation que l'on trouvait? Je parle tout simplement, nous comme premiers spectateurs dans le mouvement des choses, de la nature, c'est fantastique. Et là, quand on voit un rideau d'arbres infranchissable, sauf qu'il y a des animaux qui, comment ils font, les chevaux, les Konik-Polski, voilà, c'est leur appellation, les Konik-Polski qui pénètrent à toute vitesse, et on regarde ça, on se dit, mais c'est formidable. Mais pour bien les connaître, pour connaître un animal, il faut le connaître dans son énergie, dans son mouvement. Donc commence la problématique, et bien sûr, puisque c'est impossible, eh bien, on va y arriver, et on y arrive. Et c'est pas une illusion, c'est un bonheur de savoir que, ben voilà, on a cette chance, malgré notre technique, notre connaissance des animaux, on est les premiers dans le mouvement des animaux et de la nature à épouser ce mouvement. Je vous assure, il y a quelque chose qui est enivrant, et de temps en temps, je me souviens d'un garçon qui s'appelait Thierry Machado, la première fois qu'il a volé au-dessus de tous les obstacles aériens, tout ce qu'il peut rencontrer, c'est-à-dire même la chasse, mais surtout la nature, les arbres, tout. Et c'était la première fois qu'il montait sur un ULM, et la première fois qu'il avait une caméra avec un pilote, on ne peut plus brillant. Il est revenu, et donc ils sont tout seuls, hein, le pilote et puis le caméraman, et on lui a demandé alors comment c'était là-haut. On était en attente de ce qu'il pouvait nous dire. Il n'a pas pu parler. Il n'a pas pu parler pendant très longtemps, pendant presque une heure, parce que l'émotion était tellement intense, parce que de voler à côté de nos cousins de planète, je vous assure que c'est une sensation que l'on n'imagine pas. Donc, outre les réalisateurs qu'on peut être, mais on est les premiers spectateurs. Vous vous rendez compte que ça fait depuis l'histoire de l'humanité, on rêve de voler avec les oiseaux. Depuis l'histoire de l'humanité, on se penche par-dessus le bateau, sur la rambarde, pour voir les poissons qui foncent à toute vitesse à 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres. On est les premiers à les voir. C'est pas spectaculaire, on s'en fout, c'est pas... Mais on assiste à des spectacles du monde en place favori. Je vous assure qu'on a des bonheurs qui ne sont pas du labeur. On n'est pas des professionnels, mais on est ceux qui avons la chance, qui être à côté des mouvements de liberté des animaux. Et je vous assure, ça vaut la peine d'en faire de temps en temps de ces films-là et d'avoir ce passeport qui nous permet d'être à côté d'eux. Bonsoir. Alors j'ai 4 questions, mais je vous rassure, ça sera très rapide. Je vais faire court. La première, justement, vous en parliez des scènes avec les loups. Moi, j'avais une question, puisque dans le film, on voit plusieurs scènes. Par exemple, les loups, voilà, là, on voit la bataille entre les loups et les chevaux, donc avec notamment un cheval qui met une ruade en direction des loups. On voit aussi à un autre moment une chouette qui fond sur un hérisson. Comme vous dites qu'il n'y a pas eu d'animaux blessés pendant le tournage, est-ce qu'il y a eu des artifices utilisés, ou est-ce qu'il y a quand même eu des vrais combats et donc des animaux blessés ou tués, mais c'était entre eux, en fait? Qui veut répondre? Voilà. Alors dans les vrais combats sauvages, dont les combats entre chevaux, c'est toujours ritualisé. Hein. Ça va jamais jusqu'à la mort, et ça va pas non plus jusqu'à des blessures. Très vite, celui qui se sent le moins fort a compris, et il abandonne le terrain. Pour la prédation du hibou sur le hérisson, comme on avait des hérissons imprégnés, parce qu'on souhaitait faire des mouvements de caméra avec les hérissons à hauteur de Dieu des hérissons, c'est-à-dire à 1 centimètre du sol, il a fallu qu'on imprègne des hérissons. Parce que filmer des hérissons sauvages, c'est possible, mais on est toujours trop haut, quoi.
Donc il fallait qu'on soit accepté par le hérisson en ayant la caméra vraiment au ras du sol. Donc on avait un hérisson imprégné, et ce hérisson, on n'allait pas le donner à manger au grand-duc, au grand-duc. Donc là, il y a un artifice de cinéma, hein, comme à la guerre, dans les films de guerre, les soldats ne sont pas vraiment morts. Donc là, c'est le cas aussi des loups dans la scène de chasse où ils courent à toute vitesse et où on entend les fusils, les tirs de fusils, et on voit les loups qui culbutent. Et tout ça, c'est du cinéma. Il y a des loups qui ont appris, ces loups imprégnés, ont appris à faire des cascades. La cascade de faire semblant de tomber, de se relever, de continuer à courir. Et l'art du montage fait qu'on coupe l'image, le plan, juste au moment où il tombe, évidemment. Comme la scène avec le sanglier où effectivement on voit pas la mise à mort parce que je suppose il n'y en a pas eu, c'est ça? Voilà, la scène du sanglier, c'est on a fait une course avec le sanglier, puis on a fait des courses avec le loup, et le montage aussi donne l'impression. Voilà, à la boucherie du coin. Parce que notre sanglier qui court, c'est notre sanglier à nous imprégné, donc on n'avait pas le. Voilà. On attendait la fin du film pour le manger. Mais c'est pas écrit pour rien à la fin sur l'écran. En fait. Voilà. D'accord, non, mais je me permettais juste par de contre, demander. ce que vous avez relevé dans la course des loups et des chevaux, on pensait faire comme avec le sanglier, c'est-à-dire des doubles passes, hein, classiques du cinéma. On fait courir les chevaux puis les loups après. Et finalement, ils ont accepté de courir ensemble dans les mêmes plans. Et effectivement, à un moment donné, ils étaient un peu près des chevaux, et le cheval lui a signifié qu'il était un peu trop près, quoi. Mais, voilà, il n'y a pas eu plus de débordement que ça. Non, pas du tout. D'accord, alors ma deuxième question, surtout que dans une course de chevaux et de loups, on était sur le tournage ensemble, dans une course de chevaux et de loups, vu que nos loups, ils sont imprégnés, donc ils sont nourris, donc ils n'ont pas de raison de se mettre en danger, ils avaient plus peur des chevaux, en fait, parce que un konik polski, c'est un cheval sauvage, c'est vraiment très impressionnant, c'est jamais monté, c'est vraiment très impressionnant. Et les loups, ils se fondaient avec les chevaux parce qu'ils étaient dans le même jeu, on va dire, si on peut appeler ça un jeu. Mais en fait, quand le loup s'approchait, il s'est pris un coup et il n'a pas recommencé, quoi. Donc en fait, le danger, et même dans la vie sauvage, la vraie vie sauvage réelle, le danger, c'est pas le loup qui est méchant qui va attaquer le cheval. Parce que plein de fois, Gilbert nous l'a appris, c'est que le cheval peut facilement tuer un loup, quoi. Et puis aussi, voilà, un petit renseignement sur les loups, la meute de 8 loups. Nous recommandions aux techniciens, comme c'est un animal féroce qui est dangereux depuis toute l'histoire comme ça de la nature, on disait aux techniciens, surtout ne faites pas peur aux loups. Donc c'est vous montrer à quel point il peut être dangereux. Ma deuxième question concerne la scène de chasse à courre. Je voulais savoir comment ça s'était passé. Est-ce que vous avez filmé une vraie chasse? Est-ce que c'est une mise en scène? Gilbert, on a filmé une vraie chasse. On a filmé. Vous parlez de la reconstitution avec les cavaliers. La scène de chasse à courre avec les cavaliers. Et non, on a travaillé avec un équipage, l'équipage poisson, l'équipage qui sont équipés en Sologne. On a travaillé avec eux, ils connaissaient le scénario, ils savaient exactement de quoi on parlait. C'est un peu le paradoxe, hein, depuis avec Jacques en France et même à l'étranger. Souvent, en fait, il s'avère, et forcément, vu qu'on va dans ce milieu, on a souvent travaillé avec des gens soit qui font des chasses à course, soit qui sont chasseurs. Et je ne dis pas qu'on se retrouve des points communs, mais en fait, de la manière dont Galatée fait des films, ça ne les dérange pas du tout d'être dedans, parce que leur message ne leur dérange pas du tout, quoi. Donc c'est vraiment un vrai équipage. Évidemment qu'on a mis dans l'époque, parce qu'ils ne chassent plus à court avec ce genre de costume, quoi. D'accord, mais le cerf a été mis à mort à la fin ou... Non, mais non. on parle, nous étions la semaine dernière, nous étions... Non. Non, c'était un vrai équipage, mais c'était Non, pas une vraie mais chasse. il n'est pas mis à mort dans le film. Non, c'est pour ça que je vous demandais si après que c'est avec les caméras qui filment. Comment il s'appelle le cerf? Comment il s'appelle déjà? En fait, c'est la même question. Non. Comment s'appelle le cerf? Nonoï. Nonoï. Il s'appelle Nonoï. Et donc on a fait un reportage pour une télévision la semaine dernière. Et on a revu Nonoï, il se porte très bien. Et même non seulement ça, il se porte très bien comme il est imprégné, mais il n'était pas comme ça. Il est devenu encore plus accepter encore plus la présence des autres, de notre présence. Et donc Nonoï, je lui ai parlé comme je n'avais pas évoqué des choses avec lui il y a 1 an et demi. Nonoï est venu et pendant qu'il y avait ce reportage sur la télévision, j'avais les bois qui passaient devant et donc il y avait malgré tout le responsable de Chantilly, oui, qui me disait de faire attention parce que même si on est complice, un coup de bois dans la tête, c'est pas agréable. Non, tout va très bien. Non, ça a été un bonheur le tournage et la fin du tournage avec les animaux, ça a été le bonheur de l'accomplissement.
D'accord, mais les chasseurs, ça ne les dérangeait pas, parce que le film a quand même un message anti-chasse, d'une certaine façon. Oui, oui. Ben, ça nous est arrivé déjà sur le peuple migrateur, lorsque nous étions en Normandie, et donc il y a eu le Conseil général, mais ce serait bien quand même qu'il n'y ait pas une opposition des écolos par rapport aux chasseurs et des chasseurs, et on a fait une grande réunion pour parler du film. Donc, comme à l'Assemblée, il y avait le côté gauche et le côté droit. Donc, c'était bien divisé, et c'était pas en fonction de leur appartenance, mais un petit peu de leur famille, de façon de faire. Ça s'est formidablement passé. Tous nous ont dit, mais votre film, on l'accompagne, chasseurs, on l'a accompagné, alors que certains chasseurs, quand on tournait le peuple migrateur, il y a des irréductibles, hein, il y a des dangereux. Donc, quand on volait au-dessus des étangs de Brière, quand nous étions en Normandie, pour l'imprégnation, pour l'entraînement des oiseaux, des chasseurs nous ont tiré dessus. On était à 100 mètres. Oui. Bon, bah, je ne vais pas dire que ce n'est pas une généralité, mais il y a chasseurs et chasseurs. Non, et là, c'était un mauvais chasseur. C'était les myopes, c'est ceux qui nous ont pris pour des très gros canards. C'est ça. Et j'ai juste mes deux dernières questions, sont très très rapides, sont juste pour Monsieur Perrin. Oui. Donc l'avant-dernière, c'est, je sais que vous êtes un proche du capitaine Watson de Sea Shepherd. Vous avez aussi apparemment donc collaboré avec Alain Bougrain-Dubourg pour le film. Je voulais juste savoir si vous aviez travaillé avec d'autres associations de protection de la nature pour ce film. Mon cher voilà, Gilbert. Oui, effectivement, vous avez raison. Alors, c'est intéressant parce que vous évoquez Paul. Juste la dernière, Monsieur Perrin, êtes-vous végétarien? Ah pardon. Pas ce soir, mais... Non, ça dépend avec qui je dîne. D'accord. Donc ça ne vous gêne pas de manger les animaux? Non, honnêtement, dit de cette façon-là, c'est terrible. Mais je comprends et je respecte le végétarien. Il y a vraiment pour la plupart un équilibre. C'est pas simplement quelque chose de forcené et qui en même temps se veut un exemple par rapport aux autres. Non, écoutez, nous sommes amis de Paul Watson, protecteur, Paul Watson, protecteur de la nature et des animaux marins quand même. Une fois, nous nous sommes rencontrés au Canada. Et puis, par hasard, le distributeur ou l'associé qu'on avait nous a emmenés dans un restaurant de viande. Et donc, j'ai vu la carte, je me suis dit, c'est pas pour Paul, ça, quand même. Bon, on a chacun commandé, comme vous le savez, les gros steaks au Canada, ils sont très bons. Et donc, Paul y compris a demandé son steak. Mais je veux dire, c'est aucune bravade. Et ça ne veut pas dire que Paul ne soit pas respectueux de ses engagements. Et donc, habituellement, il ne le fait pas. Mais quand même, est-ce qu'on va définir une éthique et une valeur de la personne en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il n'est pas? Il aime la nature et la respecte, donc il ne mange pas de viande. Je ne crois pas, c'est à chacun. Et je pense que le végétarien s'élargit de plus en plus. Et il y en a de plus en plus. Et c'est une bonne chose. Mais il ne faudrait pas qu'on commence à jeter l'opprobre sur ceux qui ne respectent pas ça. Parce que voilà, c'est très bien, sans doute. Et puis peut-être que l'exemple comme ça, qui ne s'affiche pas, va donner à d'autres le chemin qui est à suivre. Et voilà. Mais je ne suis pas végétarien et je ne mange pas de la viande à outrance non plus. Et par contre, vous aviez posé une question sur d'autres associations. Oui, voilà, Gilbert va vous répondre. Oui, effectivement. Alors, d'abord, pour revenir simplement très rapidement sur Paul Watson, il était samedi dernier à Lyon pour une manifestation pro-loup. Donc voilà. Et nous avions donné une petite conférence de presse auparavant. Et nous avons travaillé avec une association qui s'appelle l'ASPAS, l'Association de protection des animaux sauvages. Et donc Jacques Perrin était venu inaugurer la première réserve de vie sauvage il y a 1 an dans le sud du Vercors. Et donc à l'occasion de nos avant-premières, on a inauguré une deuxième réserve de vie sauvage, la réserve des 2 lacs. Et voilà, donc on a travaillé avec ces associations. Mais après, c'est vrai qu'avec le monde de la chasse, alors moi j'ai une petite anecdote que je trouve fort sympathique. Lorsqu'on a fait l'avant-première à Valence, j'ai 2 amis chasseurs qui m'ont dit après un film comme ça, on dépose le fusil. Donc voilà, je trouve que c'est... Après, la chasse, on n'est pas contre la chasse, mais si elle peut être moindre, ben après tout, pourquoi pas. C'est un petit peu cette idée de nouvelle alliance, mais on y va doucement. Et comme dit Jacques, on va donner des exemples, et puis après, ce sera suivi, ça ne se sera pas. Voilà, chacun a son rythme. Je crois que c'est dans cet état d'esprit qu'on s'inscrit, mais pas dans une opposition frontale, absolument pas. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de chasseurs qui se lamentent de la perte de biodiversité, tout comme les naturalistes.
Donc voilà, on est un petit peu dans ce même monde. Merci beaucoup. J'avais une autre question de madame. Bonjour, donc c'est pas une question, c'est un commentaire pour vous dire que tout le début du film, j'ai souri énormément. Vous parliez du bonheur que vous avez eu en filmant ce film, ben, vous l'avez très bien transmis. C'est très enthousiasmant, c'est très beau, c'est très touchant. J'ai vu les animaux comme je les avais jamais vus, pourtant je regarde des documentaires d'animaux et juste j'espère que j'aurai l'honneur de regarder ça en réalité un jour et que mes enfants et les enfants de mes enfants pourront le voir aussi. Merci. Merci. Oui, c'est tout à fait ce que nous voulons montrer. Si vous voulez, la proximité que nous avons montrée dans ce film, c'est en fait une proximité originelle. Je dis souvent que quand on visite la reconstitution de la grotte Chauvet, par exemple, ou la grotte de Lascaux, vous avez des scènes qui sont représentées qui démontrent que l'homme préhistorique a observé de très très près. Or, il n'avait pas de jumelles, il n'avait pas de téléobjectif. Donc il y avait une proximité, si vous voulez, entre le monde sauvage et l'homme qui était très importante. Cette proximité, il faut bien le reconnaître, des siècles, des millénaires de chasse, de piégeage, de traque l'ont fait disparaître. Parce que les individus familiers, ce sont ceux qui se font tuer en priorité. Les animaux farouches vont rester très loin. Mais le monde est en train de changer. Je donne souvent cet exemple, et qui est vrai. En France, une espèce un animal carnivore qui se nourrit de poissons, la loutre, avait pratiquement disparu. Donc on ne la voyait plus, bien entendu, puisqu'elle n'était plus là. Ensuite, elle est revenue, mais de façon très furtive, nocturne. C'est-à-dire qu'elle était présente, mais on ne la voyait toujours pas. Et actuellement, depuis quelques années, quelques mois, j'ai presque envie de dire, on commence à avoir de plus en plus de photos qui sont faites de loutres visibles de jour. Et comme cet animal est protégé, même les individus familiers, non farouches, on peut les voir. Et donc, demain, on devrait pouvoir se balader dans la forêt, comme on se balade dans les parcs nationaux aux États-Unis, à Yellowstone, vous vous baladez, vous avez les wapitis qui sont à 2 mètres de vous, qui ne font pas attention à vous. Vous avez des muldirs, c'est-à-dire une sorte de chevreuils avec leurs petits, qui sont à quelques mètres. Et donc, cette proximité entre le monde sauvage et l'humain, elle est très très importante. C'est une sorte d'altérité qui, quelque part, nous apporte, le contact avec le sauvage nous apporte beaucoup plus d'humanité. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est certainement vrai, parce que nous avons évolué, notre psychisme a évolué au milieu du monde sauvage. Donc de cette coupée du monde sauvage, c'est peut-être une des explications de certains de nos comportements. Bonsoir. Moi, une question plutôt technique. J'ai vu que vous avez employé des zooms ingénieux. Ingénieux fait toujours des zooms, alors c'est des zooms qui datent des années 60-70. Non, ce sont ingénieux fait toujours des zooms, il fait d'ailleurs un peu les meilleurs zooms qu'on peut trouver sur le marché même international, c'est fait à Saint-Étienne avec le groupe Thales. C'est des zooms dernière génération, c'est pas pour le plaisir d'avoir des zooms dernière génération, mais c'est vraiment la dernière génération de zoom pour avoir un point assez loin. Mais on a utilisé beaucoup de focales courtes en fait pour avoir cette présence. Mais ingénieux, ça existe encore, ça en fait encore, et ça sort encore des nouveaux modèles. Bonsoir. Vous parlez beaucoup de vie sauvage, et je voulais savoir quelle est... La question perfide. Et donc, je voulais savoir quel est votre avis sur les zoos et les parcs zoologiques en général. Non. Ouais, on est tous mal à l'aise un petit peu. Qu'est-ce qu'on pense des zoos Gilbert, peut-être Stéphane. Stéphane. Alors Stéphane, allez, tu commences. Et Stéphane commence. Bon, alors avec Gilbert, on est scientifique de formation, donc on a quand même grandi dans le milieu des muséums et des galeries zoologiques avec beaucoup de squelettes d'animaux empaillés. Et c'est vrai que le contact sur le terrain avec les animaux vivants est vraiment irremplaçable. Et c'est ce que font les scientifiques qui étudient le comportement. Ils essayent au maximum d'aller sur le terrain. Et ça me permet de rebondir sur la collaboration entre nous, équipe de cinéastes, et le monde scientifique. Ces films ne peuvent pas se faire sans la collaboration étroite avec les scientifiques. Dans un premier temps, parce qu'ils nous nourrissent, on se nourrit de leur connaissance, de leur enthousiasme et de leur passion, bien sûr, qu'on partage avec eux, mais de leur connaissance. Pour aller filmer tel oiseau, telle baleine ou
tel animal dans les forêts, il faut connaître son comportement, savoir où il vit, à quelle époque il exprime ce comportement. Donc il y a au préalable une énorme documentation. Et elle ne peut pas se faire sans l'accord, sans l'aval des scientifiques. Les scientifiques nous accompagnent très souvent sur le terrain. Et ça leur permet, en nous accompagnant, de vivre des expériences et d'approcher les animaux sauvages, s'exprimant en pleine liberté, souvent mieux que ce qu'ils font pendant leurs études scientifiques. Je donne deux exemples sur le peuple migrateur. Les ornithologues, pendant des siècles, ont regardé les oiseaux voler depuis le sol, donc les oiseaux passent dans le ciel. Au mieux, ils avaient une paire de jumelles. Et là, avec le peuple migrateur, on leur a permis de partir avec les oiseaux et de les étudier in situ, en plein vol, à 2000 mètres d'altitude, entourés d'oiseaux. Ils ont pu faire leurs expériences. Je pense à Jean Dorst, le président du muséum, qui a passé toute sa vie une célébrité, enfin une sommité mondiale sur les oiseaux. Il a toujours étudié les oiseaux au sol ou dans les musées, justement. Lui, il tirait les oiseaux et il les empaillait et il les étudiait comme ça. Et à 70 ans ou 75 ans, fin des années 99 ou 2000, on lui a permis de voler avec les oiseaux. Et il a complètement révolutionné tout son savoir sur les oiseaux. C'est-à-dire que pendant 70 ans, il pensait que les oiseaux étaient comme ça, et en un vol d'1 heure en Normandie avec nos oiseaux, et il a redécouvert le monde des oiseaux. Un scientifique spécialiste des albatros comme Henri Weimerskirch, il a posé des capteurs sur nos pélicans et nos cygnes, et il a trouvé des informations, il a publié des articles dans les meilleures revues, comme Nature, meilleures revues scientifiques, sur la physiologie du vol des oiseaux, quand les oiseaux volent en formation. Donc ils ont pu faire des études scientifiques. Et sur Océan, la semaine dernière, je ne te l'ai pas dit, Jacques, mais j'ai reçu une publication scientifique sur des gens qui ont étudié avec nos rushs du Sardine Run en Afrique du Sud. Le Sardine Run, c'est cette grande migration de sardines qui attire énormément de prédateurs.